Bonjour et bienvenue. Tous les 4 ans, les Américains élisent leur président. Tous les 4 ans, des spécialistes viennent expliquer sur les plateaux de télévision françaises comment ça fonctionne, et tous les 4 ans, on n'y comprend rien. Je voudrais donc revenir sur ce processus qui explique comment on devient président des États-Unis, avec un certain nombre d'exemples historiques pour illustrer cette bizarrerie. Il faut avoir plusieurs choses bien en tête. La première, c'est que le président des États-Unis, comme son nom l'indique, est président des États-Unis. Il n'est pas président des Américains ou président de la République américaine. Ce sont les États qui l'élisent. Certains candidats ne sont même pas candidats dans tous les États. Si on prend l'exemple d'Abraham Lincoln, élu en 1860, il n'était même pas candidat dans les États du Sud. Un sudiste qui aurait voulu voter pour Lincoln n'aurait pas pu le faire. Deuxième chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que quand on élit le président, on élit aussi le vice-président aux États-Unis. Et tous les mandats se terminent. Chez nous, si le président meurt pendant son mandat, on fait des nouvelles élections. Aux États-Unis, non. Le président meurt, c'est le vice-président qui devient président et qui choisit un nouveau vice-président. Et ce terme choisi est extrêmement important. On l'a vu par exemple en 1974. 2 ans avant, 1972, Nixon est réélu triomphalement avec comme vice-président un certain Spiro Agnew, qui était déjà son vice-président sous le mandat précédent. 1973, Spiro Agnew est obligé de démissionner suite à un scandale financier et Nixon a donc choisi un nouveau vice-président, Gerald Ford. Mais l'année d'après, en 1974, c'est au tour de Nixon d'être obligé de démissionner suite à l'affaire du Watergate. Et donc le vice-président Gerald Ford est devenu président des États-Unis. Il a terminé le mandat, il est donc resté président pendant 2 ans sans avoir été élu. Ce choix, soit dit en passant, est totalement libre. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être né américain. Pour être président, pas forcément. Et d'ailleurs, en 2012, certains républicains ont envisagé d'utiliser cette particularité de la Constitution américaine. Obama était extrêmement populaire en 2012, sa réélection posait très peu de questions. On savait qu'il allait être réélu. La seule chance des républicains aurait été de lui opposer le seul républicain suffisamment populaire pour être élu à coup sûr face à n'importe qui, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger n'est pas tout à fait n'importe qui. C'est Terminator, certes, mais pas seulement. Il a 2 doctorats, il a épousé la nièce de Kennedy, il a été 2 fois gouverneur de Californie, la Californie qui est un État démocrate d'habitude. Mais Schwarzenegger est un Reno, Republican in name only, c'est-à-dire qu'il s'est présenté effectivement pour le parti républicain, mais uniquement parce que les démocrates avaient leur candidat qu'ils ne voulaient pas lâcher. Donc il s'est présenté face au candidat démocrate, il l'a écrasé, mais il aurait parfaitement pu être démocrate. Il est républicain in name only. Le plan qui a donc germé dans la tête de certains républicains était le suivant. Schwarzenegger n'est pas né américain, il ne peut pas se présenter, il ne peut pas être candidat à l'élection. Mais si on a un candidat de paille pour être président, avec un candidat de carton pour être vice-président, une fois élu, le candidat de carton démissionne et le président de paille choisit Schwarzenegger comme vice-président. Et puis ce président de paille démissionne de façon à ce que Schwarzenegger devienne président. En termes de constitution, ça aurait été possible. Bon, bien évidemment, ça c'est pas fait. Mais on l'a quand même envisagé. Dans le cas où le président et le vice-président mourraient le même jour, c'est pas de chance, c'est le président de la Chambre des représentants qui deviendrait président et choisirait un vice-président, mais on terminerait le mandat. On a ainsi une liste protocolaire prévue avec un certain nombre de noms dessus, et ça se termine par « The most popular character in the United States », le personnage le plus populaire des États-Unis. Et ce mot de personnage pose un gros problème. Au moment où on écrit la Constitution en 1783, personnage, ça veut dire personnalité, la question ne se pose pas. Mais il y a quand même 2 reprises où ça a posé un petit problème.
En 1963, par exemple, le most popular character in the United States était Lassie, le chien. Est-ce qu'un chien peut être président des États-Unis? Alors la Cour suprême a délibéré, et oui, Lassie est un personnage. 1993, c'est même encore plus fort, puisque le personnage le plus populaire des États-Unis était Bart Simpson. Bon, alors bien évidemment, si on en était arrivé là, on n'arrivera jamais là, hein, mais si on en était arrivé là, c'est le deuxième personnage le plus populaire qui serait devenu président. Ça va de soi, puisque Bart Simpson n'existe pas. Mais en théorie, Bart Simpson pourrait être président. Mais revenons aux élections. La dernière chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct. C'est un suffrage indirect. On élit des grands électeurs qui ensuite vont élire le président. Alors normalement, quand on sait combien de grands électeurs se sont présentés pour tel candidat et combien pour tel candidat, on peut faire le compte. Mais il est arrivé parfois que certains grands électeurs fassent défection, qu'ils aient été élus pour voter pour un candidat, et que finalement ils retournent leur veste et qu'ils votent pour l'autre. Alors c'est arrivé très rarement, ça concerne peut-être 2 grands électeurs tous les 20 ans, mais c'est arrivé, et il y a une année où ça suffit à faire basculer l'élection. En 1948, en effet, Harry Truman est opposé à Thomas Dewey. Dewey a une avance de 2 grands électeurs sur Truman. La presse a donc d'ailleurs annoncé « Dewey defeats Truman ». Dewey l'emporte sur Truman. Et puis finalement, le jour du vote formel, ces 2 grands électeurs ont fait défection et ont voté pour Truman plutôt que pour Dewey, et c'est Truman qui a gagné. Le plus simple pour comprendre le processus électoral américain, c'est de suivre le calendrier. 1 an avant l'élection, on va commencer les primaires. Les primaires ont lieu dans les 2 grands partis, le parti républicain et le parti démocrate. Alors, il arrive qu'on ait un third party candidate, un candidat hors parti, mais il faut être honnête, hein, en règle générale, ces candidats n'ont pas l'ombre du début d'une chance. Ce sont surtout des candidatures de témoignage, souvent d'ailleurs des candidats avec un seul article dans leur programme, et qui ne sont même pas candidats dans beaucoup d'États, donc 4 ou 5 États simplement pour promouvoir une cause qui leur tient à cœur. Il y a 2 types de primaires. Les primaires à proprement parler, où on vote à bulletin secret avec des isoloirs, une élection tout à fait classique, et les caucus. Un caucus est une occasion où on vote avec ses pieds. C'est-à-dire que tous les participants, en général les membres du parti inscrits avec leur carte, se réunissent dans une grande salle. Chaque candidat va faire un discours, va se présenter, etc. Et ensuite, ils vont se mettre chacun à un bout de la pièce. Et tous les électeurs vont se déplacer physiquement pour se rapprocher d'un candidat ou de l'autre. Le candidat qui a le moins de monde autour de lui est éliminé, et les gens doivent se répartir entre les candidats restants jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. C'est-à-dire qu'il faut être présent physiquement pour voter, et on sait parfaitement qui vote pour qui. Les caucus pratiquent donc de fait ce que certaines primaires pratiquent, c'est-à-dire le « winner takes all ». Traditionnellement, la campagne commence par le caucus de l'Ohio et la primaire du New Hampshire. Cette dernière est devenue légendaire, parce qu'il se trouve qu'à une seule exception près, Obama, aucun des candidats qui ont été élus président ne l'ont été sans avoir d'abord remporté la primaire du New Hampshire. Alors ça n'est évidemment pas une obligation légale, mais il se trouve que ça s'est toujours trouvé comme ça. Et donc le gagnant de la primaire du New Hampshire est ultra favori. Les candidats désignés par les conventions démocrates et républicaines choisissent ensuite leur colistier, celui qui sera leur vice-président. Ce choix de vice-président est très stratégique et très compliqué. En règle générale, on choisit quelqu'un qui n'est pas trop proche. En effet, si vous êtes à l'extrême gauche de votre parti, si vous êtes un Reno, si vous êtes un Dino, c'est-à-dire Republican in name only ou Democrat in name only, vous devez choisir un colistier qui soit à l'autre extrême de votre parti. Pour une raison bien simple,
Pour gagner, il va falloir déjà faire le plein dans votre propre camp. Or, si vous êtes au bord de votre parti, un grand nombre de membres de votre parti risquent de ne pas voter pour vous. Bon, ils n'iront pas jusqu'à voter pour l'autre candidat, mais peuvent s'abstenir. Donc, pour ratisser large et être sûr d'avoir toutes les voix dans votre propre camp, vous choisissez un vice-président potentiel qui soit très éloigné de vous politiquement. La campagne qui suit est affaire de stratégie. Certains États, vous les voyez en bleu foncé sur cette carte, ont pratiquement toujours voté démocrate. D'autres, en bleu clair, votent démocrate la plupart du temps, mais ont parfois voté républicain. Inversement, les États en rouge votent toujours, pratiquement toujours, républicain, et d'autres, en rose, votent républicain la plupart du temps, mais parfois démocrate. Il y a donc des États pratiquement acquis d'avance, d'autres qu'il faut surveiller plus ou moins, et certains dans lesquels on n'a d'emblée aucune chance. Est-ce que ça vaut le coup d'aller faire campagne dans un État où on n'a aucune chance ? La bataille la plus acharnée a lieu dans les États que vous voyez en blanc ici, qui votent parfois démocrates, parfois républicains. On les appelle les swing states. La plupart du temps, ce sont eux qui font et qui défont l'élection. Un autre élément à prendre en compte dans la stratégie de campagne, c'est que tous les États n'ont pas le même poids. Certains vous permettent de remporter plus de grands électeurs que d'autres. La Californie, par exemple, rapporte 55 grands électeurs, là où le Nevada n'en rapporte que 6. Ça dépend de la population de l'État. Autrement dit, mathématiquement, il vaut mieux avoir 50,01% des voix de la Californie et 0% des voix au Nevada, plutôt que 49,99% des voix en Californie et 100% des voix du Nevada. D'autant plus que la Californie, comme un certain nombre d'États, pratique le « winner takes all ». Le « winner takes all » veut dire que celui qui a la majorité des voix dans cet État remporte tous les grands électeurs de l'État. Si je reprends cet exemple de la Californie, si vous obtenez 50,01% des voix, on pourrait se dire vous avez la majorité des grands électeurs plus 1. 55 grands électeurs, la majorité ça serait 27,6, comme on ne peut pas diviser les grands électeurs, vous pourriez avoir 28 électeurs et votre adversaire 27. Ce serait proportionnel à ce qui était dans le vote. Mais avec le winner takes all, vous avez 50,01% des voix, vous remportez les 55 grands électeurs. Et c'est ce principe du winner takes all qui explique qu'on puisse emporter l'élection avec 3 millions de voix de moins que son adversaire, comme c'était le cas de Trump en 2016. L'élection des grands électeurs a lieu le premier mardi qui suit un lundi de novembre. C'est-à-dire que si le 1er novembre est un mardi, l'élection aura lieu le 8. Dans tous les autres cas, c'est le premier mardi de novembre. Ce jour-là, les Américains ne vont pas seulement élire indirectement le président et le vice-président, ils vont aussi élire directement le sénateur de leur État, le représentant de leur État, le sénateur fédéral, le représentant fédéral, le gouverneur, le juge, les juges sont élus aux États-Unis, le procureur, pareil, élu, le capitaine de police ou le shérif, toujours pareil, élu, parfois même le proviseur de la grande école d'à côté, bref, ils vont élire un certain nombre de gens le même jour et voter en même temps sur un certain nombre de référendums d'initiative populaire. Aux États-Unis, chacun peut proposer une loi qui sera soumise à référendum aux élections suivantes. Les modalités de vote ne sont pas les mêmes dans tous les États. Certains utilisent le vote électronique. D'autres utilisent les punch cards. Ce sont des papiers un peu Bristol, pré-troués, et il faut bien enlever la petite partie pré-trouée pour indiquer quel est votre vote. De la même façon, chaque État a ses règles pour valider ou ne pas valider le vote. Si par exemple, dans le cas d'une punch card, vous avez pratiquement enlevé la petite case, mais qu'il reste un tout petit bout accroché, certains États vont considérer que vous avez validé cette case, d'autres que la case n'est pas validée. En 2000, par exemple, ce petit détail a fini par emporter l'élection.
George Walker Bush, était opposé à Al Gore pour cette élection de 2000. Et dans l'un des swing states les plus importants, la Floride, le gouverneur de Floride a invalidé 2000 votes. C'était des votes par punch cards, et ce gouverneur a estimé que le vote n'était pas très clair. Il a décidé donc d'invalider 2000 votes, pratiquement tous en faveur d'Al Gore. Ce choix de 2000 cartes invalidées a permis à George Bush de l'emporter, puisque c'est un swing state, mais c'est aussi un winner takes all state. Et donc George Bush a gagné l'élection grâce à l'invalidation de ces 2000 punch cards par le gouverneur de Floride. Gouverneur de Floride qui s'appelait Bush, le frère de George Bush, mais c'est sûrement une coïncidence, ne voyons pas des complots partout. L'étape suivante est le vote formel des grands électeurs. Alors normalement, on sait qui va voter pour qui, il n'y a pas de surprise, mais je vous rappelle qu'en 1948, ça a fait basculer l'élection. Et en cas d'égalité exacte, si les deux candidats ont exactement le même nombre de grands électeurs, à ce moment-là, c'est le président de la Chambre des représentants qui va trancher. Enfin, pour clore le processus, la validation par le Sénat est nécessaire. Elle intervient le 6 janvier. En 2020, Trump, ou les inconditionnels de Trump, ont envahi le Capitole pour faire pression sur le Sénat pour qu'il décide de valider l'élection de Donald Trump plutôt que celle de Joe Biden, même si mathématiquement, Joe Biden l'avait emporté. Et effectivement, en droit pur, le Sénat aurait pu choisir de valider la candidature de Trump plutôt que celle de Joe Biden. D'autant plus que le Sénat est présidé par le vice-président. Donald Trump comptait donc sur son vice-président, Mike Pence, pour arranger les résultats. Et en droit pur, le calcul n'est pas complètement idiot. Mais bon, Mike Pence a beau être d'extrême droite, il n'a pas osé être malhonnête à ce point. J'espère avoir été clair sur l'explication de ce processus extrêmement compliqué. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.